Il y a lieu de se demander quelles sont les conditions qui accroissent le risque de viol. Tel que je l'ai mentionné dans une précédente vidéo, que ce comportement-là ait des bases biologiques, ça ne signifie en rien qu'il est inévitable. Et le but d'en comprendre les bases biologiques, c'est justement d'avoir une compréhension plus juste des facteurs environnementaux qui augmentent le risque, de façon à établir des solutions efficaces qui consistent à contrôler du mieux qu'on peut les conditions environnantes. Ici, je vais développer un peu sur l'idée de comportement inné et de comportement acquis et au passage traiter de la critique que font Thornhill et Palmer des sciences sociales. Selon eux, il y a une thèse présente en sciences sociales à l'effet qu'il n'y a guère de nature humaine, que le comportement humain est déterminé par la culture. Bon, les humains ont certes une capacité d'apprentissage. Il y en a été question dans mon cours sur le gène égoïste de Dawkins, mais Thornhill et Palmer font valoir que la capacité d'apprentissage, elle donnerait lieu à des mauvais comportements du point de vue de la sélection naturelle s'il n'y avait pas des biais et des guides biologiques. Et souvenez-vous que des comportements qui sont mauvais du point de vue de la sélection naturelle, ils ne peuvent pas persister. Parce qu'étant donné qu'ils nuisent au succès reproductif, ils ne sont pas transmis à une descendance. Alors, selon Thornhill et Palmer, les experts en sciences sociales disent communément que l'apprentissage culturel n'est pas biologique parce qu'ils font l'erreur de considérer que biologique veut dire génétique. En réalité, nous disent Thornhill et Palmer, tous les comportements d'un être vivant sont biologiques et tout ce qui est biologique est un résultat de l'interaction entre les gènes et l'environnement. Thornhill et Palmer vont jusqu'à dire que ça n'a même pas de sens de parler d'un trait plutôt génétique qu'acquis ou l'inverse. L'apprentissage, c'est un type spécifique d'interaction entre les gènes et l'environnement. Il est donc un type de cause immédiate. On parle de comportement acquis, nous disent-ils, quand on a identifié les facteurs d'expérience qui sont nécessaires pour l'occurrence du dit comportement. Et on parle de comportement inné quand on suppose qu'aucun facteur environnemental n'est nécessaire pour que le comportement soit adopté, mais en réalité, il y a toujours des facteurs environnementaux nécessaires. C'est simplement qu'on ne les a pas identifiés. Autrement dit, un comportement culturel, c'est quand même le résultat de l'interaction entre les gènes et l'environnement, et un individu ne peut rien apprendre sans des adaptations sous-jacentes lui permettant d'apprendre. Qu'un comportement soit acquis culturellement, ça signifie que ses causes immédiates incluent des expériences d'apprentissage qui impliquent d'autres êtres humains. Mais ça ne veut pas dire que ces causes se limitent à ça. Du coup, des explications liées à l'évolution par sélection naturelle demeurent pertinentes, même quand on parle d'un comportement humain culturellement acquis. Ils illustrent ce point-là avec un exemple de comportement clairement culturel, la langue qu'on parle. Évidemment, aucune langue n'est génétiquement programmée, qu'on parle anglais, français, allemand ou une autre langue. C'est déterminé par l'environnement social. Cependant, il faut des structures cérébrales spécialisées pour acquérir un langage. Alors, selon eux, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'héritage des mécanismes culturels et l'héritage des mécanismes qui ne sont pas culturels. L'héritage peut seulement avoir lieu si les influences génétiques et les influences environnementales se répètent d'une génération à l'autre. Ils disent, et je les cite en traduisant librement, les traditions culturelles existent quand les influences environnementales et génétiques sur un trait
se répète d'une génération à l'autre. Alors, sur ce point, il s'oppose à Richard Dawkins, dont je parlais dans un autre cours, en disant que la culture, elle ne consiste pas en idées. Bon, Dawkins leur donne le nom de mèmes, qui parasitent le cerveau indépendamment des adaptations psychologiques et donc biologiques. Bon, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment saisi où est l'opposition entre... d'une part, Palmer et Thornhill et d'autre part, Dawkins sur ce point précis. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé parce que je me souviens pas d'avoir lu chez Dawkins que la transmission des mèmes se faisait indépendamment des adaptations psychologiques. Alors, s'il y en a qui sont plus calés que moi en biologie et qui ont la réponse à ça, merci de commenter la vidéo. Mais donc, pour en revenir à Thornhill et Palmer, dans la deuxième vidéo de cette série-ci, j'ai expliqué la différence entre une adaptation et un produit dérivé. Certains comportements culturels sont des adaptations, pour ça ils doivent se transmettre à un grand nombre de générations, et d'autres sont des produits dérivés d'adaptation. Un comportement culturel comme une façon de se coiffer, ça peut être un produit dérivé de plusieurs adaptations psychologiques sous-jacentes, comme la recherche de statut ou de partenaires sexuels. Bon, alors pour en revenir au sujet principal, c'est-à-dire le viol, les experts en sciences sociales sont nombreux à le présenter comme un comportement socialement appris, qui existe uniquement parce qu'il est légitimé socialement. Alors à ça, Thornhill et Palmer vont répliquer que bien qu'il soit clair que certaines conditions dans l'environnement d'un garçon ou d'un homme ont une influence, il n'en demeure pas moins que ces conditions environnementales ne mèneraient pas au viol s'il n'existait pas des adaptations psychologiques chez les mâles humains qui rendent le viol possible. Qu'il s'agisse d'adaptations menant directement au viol ou d'adaptations qui donnent lieu au viol comme produit dérivé. Alors, quelles seraient les conditions environnementales qui augmentent les risques? Il y a à la fois des conditions familiales et des conditions sociales qui peuvent jouer un rôle. Thornhill et Palmer soulignent notamment que le viol est particulièrement fréquent dans des conditions où les femmes sont vulnérables et où les possibilités de sanctions sont basses, et que les violeurs sont plus nombreux dans les classes économiquement défavorisées et chez les hommes qui ont des bonnes raisons de ne pas s'attendre à obtenir du sexe consenti. À noter que ceux qui commettent d'autres sortes de crimes sont aussi surreprésentés chez ceux qui sont économiquement défavorisés. Alors, le manque de soins parentaux dû à la pauvreté et l'absence d'une figure paternelle sont des facteurs. La crainte d'être rejeté par les filles parce qu'on est incapable de leur fournir des ressources ou à cause de relations ratées en est un autre. Alors, bref, il faut encourager, nous disent-ils, l'éducation des garçons dans des environnements qui favorisent des relations interpersonnelles durables, avec la présence d'une figure paternelle qui montre l'exemple d'un rapport avec les femmes qui ne relève pas de la violence ni de l'exploitation. Ils insistent un peu sur ce point-là, la compréhension, disent-ils, qu'on a aujourd'hui de la manière dont les phénotypes sont hérités, à la fois par les gènes et par l'environnement, suggère que la présence d'un père qui montre un comportement sexuel contrôlé et non exploitant est un facteur central dans l'ontogénie du comportement sexuel des garçons. Et les preuves de l'effet de l'absence d'une figure paternelle sur le comportement sexuel coercitif des fils et bon, sur la criminalité en général soutient l'importance du rôle des pères dans la socialisation des garçons. En fait, les solutions qui sont proposées par les auteurs sont assez sommaires, mais ils ne prétendent pas avoir fait le tour de la question non plus. Ils invitent à plus de recherche.
il propose de continuer de travailler pour comprendre les causes immédiates, les signaux dans l'environnement qui activent les adaptations psychologiques responsables du viol. Ils insistent sur l'importance de tenir compte des traits de la psychologie masculine en ce qui concerne la sexualité quand on veut élaborer des stratégies éducatives. Il donne raison aux experts en sciences sociales pour dire que les garçons devraient être éduqués à ne pas utiliser la violence ou la force pour obtenir des relations sexuelles. Seulement, les programmes éducatifs destinés à prévenir le viol ne peuvent avoir du succès que s'ils focalisent sur ce qui motive les garçons et les hommes à utiliser des tactiques de coercition sexuelle. Il faut bien comprendre les mécanismes psychologiques chez les garçons qui mènent au viol et les signaux environnementaux auxquels ces mécanismes psychologiques répondent, de façon à bien orienter le développement sexuel des garçons et leur éventuel comportement sexuel. Alors, à nouveau, on peut faire le lien avec un élément de la théorie métaéthique de Sam Harris. Il faut comprendre comment le cerveau fonctionne, comment il est influencé par l'environnement, pour ensuite chercher à contrôler l'environnement de façon à favoriser les bons comportements et à éviter les mauvais. Selon Thornhill et Palmer, de nombreuses personnes, dont des experts en sciences sociales, semblent considérer que si on admet que le viol est motivé par le désir sexuel, ça nous oblige à le considérer acceptable. Mais ils ne voient pas d'où vient ce raisonnement-là. En fait, selon eux, le rôle de la motivation sexuelle dans le viol devrait nous rendre optimistes pour deux raisons. Premièrement, les études qui ont été faites jusqu'ici révèlent que de nombreux hommes ne violent pas et ne sont pas excités par les descriptions de viol, ce qui suggère que dans l'environnement de nombreux hommes, il y a des signaux qui découragent le viol. Deuxièmement, reconnaître le rôle de la motivation sexuelle permet d'améliorer la connaissance scientifique de l'évolution de la sexualité masculine pour l'appliquer, pour identifier les signaux qui empêchent le viol et en diminuer la fréquence. Je cite un extrait, toujours en traduisant librement, où Thornhill et Palmer critiquent les sciences sociales. Loin de s'opposer à la position en sciences sociales selon laquelle des changements dans la culture sont cruciaux pour diminuer la fréquence des viols, l'approche évolutionniste identifie des changements culturels qui ont des chances d'être beaucoup plus efficaces pour prévenir le viol que ceux qui sont proposés en sciences sociales. Tout aussi important, l'approche évolutionniste apporte des preuves que certains changements proposés par les adhérents à la théorie des sciences sociales sur le viol pourraient bien rendre les viols encore plus fréquents. Alors, vous voyez, pour refaire encore le lien avec Sam Harris, si on fait des erreurs sur le plan des faits, on risque de faire des erreurs sur le plan normatif et d'arriver à des mauvaises conséquences. Quand ils disent que les stratégies proposées par les sciences sociales peuvent nous mener à des erreurs, ils donnent l'exemple suivant. Si on enseigne aux garçons la thèse mise de l'avant en sciences sociales que le viol est motivé par la violence et non par le désir sexuel, les garçons risquent d'en conclure que s'ils sont motivés par le désir sexuel, ça veut dire que ce qu'ils font ne peut pas être un viol. Mais ça peut très bien en être un si c'est imposé contre la volonté de la fille. Il faut faire comprendre aux garçons, disent Thornhill et Palmer, pourquoi ils peuvent avoir une érection simplement en regardant une photo de femme nue, pourquoi ils sont tentés de demander du sexe à leur copine même s'ils savent qu'elle ne veut pas, pourquoi ils ont tendance à interpréter des manières amicales ou un vêtement sexy chez une fille comme une invitation alors qu'elle ne pense pas du tout au sexe.
En bref, il faut leur expliquer pourquoi leurs désirs sexuels sont aussi forts et que les filles n'envisagent pas toujours les choses de la même façon qu'eux. Le tout pour leur apprendre à être sur leur garde par rapport à ça. Il faut leur faire comprendre que le fait que ce soit naturel n'est pas une excuse. Et ce serait une bonne chose aussi, selon Thornhill et Palmer, de les informer sur les peines encourues par les violeurs. Du côté des filles, quelle stratégie éducative est-ce qu'ils suggèrent? Ils suggèrent de les informer, elles aussi, sur les adaptations sexuelles des garçons et des hommes. Il ne faut pas leur mentir en leur faisant croire que le fait d'être sexuellement attirante n'a aucun impact sur leur risque d'être victime de viol, chose qui, selon les auteurs, est soutenue à tort par des experts en sciences sociales. Elles doivent comprendre que les garçons sont facilement excités par des signaux montrant qu'elles sont sexuellement disponibles, même si elles n'ont pas l'intention de donner de tels signaux. Et comprendre que le fait de s'habiller sexy et se montrer disponible peut certainement attirer les hommes qu'elles désirent, mais aussi ceux qu'elles ne désirent pas. Alors, elles doivent être informées des différences psychologiques entre les sexes de manière à être sur leur garde. Alors, encore une fois, je reviens à la théorie métaéthique de Sam Harris. C'est important de bien comprendre le fonctionnement du cerveau humain en utilisant la science de façon à établir des politiques et des stratégies d'éducation efficaces pour favoriser les bons comportements et éviter les mauvais. En conclusion, il n'est absolument pas question d'excuser les garçons en disant que c'est un comportement naturel, ni de rejeter la responsabilité sur les filles en disant que c'est à elles d'éviter de s'habiller sexy, d'éviter de créer des attentes chez les garçons. On ne cherche pas à culpabiliser les filles ici ou les femmes. Il s'agit vraiment de comprendre les mécanismes pour que hommes comme femmes, garçons comme filles puissent être sur leur garde.